Pendant une journée et demie, on a beaucoup réfléchi, on nous a apporté beaucoup d'éléments. Il y a encore beaucoup à faire. Nous allons maintenant passer de la théorie à la pratique et voir comment il est possible d'amener les gens à prendre conscience des stéréotypes, des préjugés qu'ils ont en tête, et, sauf évidemment les pires de l'extrême droite, essayer de leur faire prendre conscience de leur ceux d'extrême droite, ils en sont conscients, leur faire prendre conscience de leur antisémitisme et essayer de s'en débarrasser. Nous avons donc Joëlle Bordet, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est une ligueuse. Elle est élue au CN, elle participe, elle co-anime le groupe de travail laïcité, mais c'est aussi une chercheuse en psychologie sociale, et ses travaux portent en particulier sur l'évolution des modes de socialisation des jeunes dans les quartiers populaires urbains. Merci d'abord de l'invitation, merci Nadia et Fabienne, et merci pour cette belle initiative, parce que effectivement, je trouve que c'est intéressant aussi d'essayer de parler de la pédagogie dans le fil, en fait, d'un travail d'historien, et justement de faire ce lien si difficile parfois entre la connaissance et puis la possibilité d'aller rejoindre des jeunes des quartiers populaires qui sont peut-être dans une toute autre sensibilité et dans une toute autre rapport avec l'objet, on va dire, que justement là où on a été pendant 2 jours. Et c'est peut-être d'ailleurs une des premières questions, c'est comment on rejoint les jeunes à partir de là où ils sont et pas à partir de là où on voudrait qu'ils soient. Et ça, c'est en soi toute une question de la psychosociologue. Mon métier, c'est d'écouter les jeunes des quartiers populaires urbains. Donc vous voyez, avec beaucoup de jeunes quand même issus de l'immigration, on va dire, et qui sont dans les... Je suis beaucoup dans la politique de la ville, je suis dans le comité d'histoire de la politique de la ville, dans le comité scientifique. Voilà, et je suis très investie au niveau des politiques publiques. Pour le dire, j'ai travaillé avec la ministre avant-hier. Donc réellement, cette question des quartiers populaires urbains et des jeunes dans les quartiers populaires urbains, on va dire, c'est le sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. Et je suis aussi très contente d'être à la Ligue des droits de l'homme parce que de fait, ça nourrit aussi beaucoup et ça construit aussi une posture de travail. Je pense aussi qu'il y a une question de posture éthique et politique, en fait, pour travailler avec ces jeunes et que ce n'est pas qu'une question de connaissance et encore moins une question technique de présence. Et que la Ligue m'aide bien, et elle travaille avec Daniel Boitier, c'est vrai, contribue énormément pour moi à soutenir de la colonne vertébrale pour pouvoir être avec ces jeunes et supporter des fois ce qu'ils disent d'ailleurs, pour pouvoir essayer d'en transformer quelque chose. Et c'est déjà une première chose quand on fait de la pédagogie, c'est d'être présent à l'autre. Par ailleurs, j'anime un réseau international avec 8 pays depuis 20 ans, il faut le dire maintenant, qui s'appelle Jeunes, Inégalités sociales et Périphérie, dans lequel j'ai mené une recherche qui s'appelle De la colère à la démocratie, avec des jeunes brésiliens, israéliens, palestiniens, russes, ukrainiens, portugais, italiens, français. Je veux dire, cette circulation-là, j'ai fait au Sénégal, cette circulation-là dans le monde m'aide énormément aussi à penser ce qui se passe pour les jeunes des quartiers populaires en France et ce qui représente pour la France ces jeunes des quartiers populaires qui sont tous, en fait, justement d'ici et d'ailleurs et qui de toute façon à faire, pour la plupart, à pas être que de la France. Donc cette question des circulations avec les jeunes, c'est quelque chose qui m'a fait toujours énormément travailler et qui est au cœur de la déconstruction des stéréotypes. Cependant, je suis une militante de l'éducation populaire depuis très longtemps, j'ai travaillé au CMA pendant longtemps, et je suis arrivée à la question de la déconstruction des stéréotypes, en fait, par l'Union des étudiants juifs de France. Parce que c'est une question qui ne se posait pas à l'époque, parce qu'on était dans un universalisme qui ne posait pas les questions d'identité. Et j'ai commencé à faire une pédagogie il y a 20 ans, à la demande du FACIL. Et quand je dois dire, quand le FACIL m'a dit, écoute, on a une demande de l'UEJF, là, je vois que toi pour travailler avec, première chose que je lui ai dit, attends, tu veux que je fasse quoi? Et effectivement, c'était intéressant, cette rencontre pour moi, qui n'était pas très simple pour des tas de raisons personnelles, mais auquel je me suis accrochée. Et je me suis accrochée parce que, bon, il y avait des raisons personnelles, mais il y avait aussi l'intérêt à aller travailler avec la communauté. Parce que même si l'Union des étudiants juifs de France n'est pas l'équivalent de toute la communauté juive, mais représente, Martine connaît très bien, représente vraiment aussi une instance avec les étudiants. C'était intéressant pour moi de les rencontrer. C'est des jeunes que je voyais jamais, évidemment. C'était pas avec eux que je travaillais.
Et en fait, on a monté un programme de recherche, d'intervention pédagogique. Et je vais vous parler de 3 exemples de travail pédagogique cet après-midi, qui sont pour moi des travaux qui me permettent de réfléchir en permanence à faire du lien entre ce que j'ai entendu là pendant les 2 jours et ce que je peux travailler effectivement pour eux, en réel, dans le travail avec les jeunes, sur leur représentation, leur sensibilité et à partir de leurs émotions. Et en fait, l'UEJF, à l'époque, c'était l'époque Fadela Amara, certains se rappellent peut-être, et il y avait l'époque, c'était une association qui s'appelait Convergence, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et puis en fait, de fil en aiguille, c'était avec Judith Cohen-Solal, que je connais bien, et donc on a créé une pédagogie, qui est une pédagogie d'intervention scolaire. Et c'est quand même rare d'avoir un programme d'intervention scolaire qui dure depuis 20 ans. Et d'ailleurs, nous accueillons monsieur Dominique Sopo, c'est quand même une belle entrée, président des SOS Racisme, qui anime cette pédagogie avec l'UEJF, avec moi depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et le fait de travailler SOS Racisme et l'UEJF nous permet effectivement de travailler en intervention scolaire. On a quand même travaillé avec plus de 20 000 élèves depuis 20 ans. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette pédagogie, c'est la rencontre des militants. Et c'est des militants. C'est des militants, on peut discuter, mais c'est des militants. Et la base quand même du programme de déconstruction des préjugés et des stéréotypes qu'on mène dans les classes, c'est un travail qui essaye de nouer en permanence la lutte antiraciste et contre l'antisémitisme. Vous pouvez imaginer que dans la période actuelle, n'est-ce pas, monsieur Sopo, c'est pas si simple. Mais c'est pas simple, mais c'est très intéressant. Et il n'y a pas plus que 10 jours, on a fait un débat des militants sur SOS Racisme et de l'UEJF, sur pourquoi on tient ensemble la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et ça, c'est évidemment, je pense, des moments importants de travail pour des jeunes qui ont 20-25 ans. Et quand on a 2 présidents qui interviennent, qui effectivement disent pourquoi de leur point de vue, c'est important de ne pas perdre la liaison entre ces 2 approches, parce que sinon on risque une vraie fermeture communautaire si on n'est que du côté de l'antisémitisme, ou si on n'est que sur la question du racisme, voilà, et on risque une ethnicisation du lien social. Donc réellement, je pense qu'avec Dominique, on a réellement une pensée politique, je peux vous dire, une pensée éthique et politique, et que c'est passionnant de partir d'eux pour voir aussi les efforts que ça leur demande à ces jeunes de rencontrer effectivement des 2 côtés, parce que c'est pas trop simple. Et qu'est-ce qu'on dit du génocide? Et qu'est-ce qu'on dit de... Est-ce que c'est encore possible la rencontre entre les 2? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour la France? Je peux vous dire qu'ils étaient sacrément habités par le débat. Et si on ne tient pas, nous, ce débat-là, en fait, on peut toujours faire de la pédagogie. La technique pédagogique, c'est pas le plus difficile. Mais si on veut pouvoir recevoir ce que disent les jeunes, et surtout que les militants puissent recevoir ce que disent les jeunes, c'est pas moi qui vais dans toutes les classes, hein. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que les militants soient prêts à pouvoir avoir une colonne vertébrale. Et bien, la colonne vertébrale qu'on choisit de soutenir, c'est celle-là. Et ça demande un débat politique permanent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans cette formation, on travaille sur la déconstruction des stéréotypes. C'est une pédagogie de 2 heures où, en fait, on travaille dans les classes, en présence du professeur. C'est discuter, négocier avec les chefs d'établissement. C'est un financement au ministère de l'Éducation nationale, d'ILCRA, comment ça s'appelle, CIPDR et Fondation. Et on a la chance, parce que c'est important, que ce financement il soit reproduit depuis 20 ans, sinon on n'aurait pas pu le faire. Et il y a effectivement des chefs de projet, il y a des services civiques, il y a des gens qui travaillent, il y a une équipe de Coexiste, et c'est une association. Vous pouvez aller sur le site de Coexiste, association Coexiste, qui n'est pas coexister, rien à voir, d'accord? Ça n'a rien à voir. Il y a souvent des fois des mélanges, mais en fait ça n'a absolument rien à voir. L'association Coexiste s'est créée à partir de ces 2 associations pour une pédagogie d'intervention de 2 heures dans une classe. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, alors d'abord, on forme aussi beaucoup les médiateurs. Les médiateurs, c'est les militants des 2 associations. Et avec Judith Cohen-Solal, on les forme sur 2 week-ends. Et je peux vous dire qu'on leur prend la tête en grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vivent la pédagogie qu'ils vont faire vivre pendant 2 week-ends. Et ce qu'on cherche vraiment, toutes les 2, on est cliniciennes, toutes les 2, on a quand même une écoute assez avertie. Et en fait, ce qu'on essaye, c'est de travailler, on pourrait dire, pour aller vite, de l'intime au politique. C'est qu'est-ce qui va se passer pour eux dans ce rapport entre l'intime de leur identité, de ce qu'ils sont, avec cette question politique de la déconstruction des stéréotypes et des préjugés. Moi, je travaille, c'est moi qui fais l'exposé sur stéréotypes et préjugés, et je travaille à partir des travaux de Goffman, des travaux de La violence et le sacré, Girard,
et Hannah Arendt sur la démocratie et sur son bouquin qui s'appelle La crise de la culture. Il y a, j'allais dire, un support théorique au travail qui est complémentaire à cette position éthique. On va dire ça comme ça. Et donc, sur cette base-là, en fait, on fait un travail pour aller très vite. On leur donne une liste de mots. Et la liste de mots, c'est noirs, homosexuels, jeunes des quartiers populaires, français, juifs, musulmans. Tous des mots qui peuvent porter dans l'univers sociopolitique dans lequel on est à des stéréotypes et des préjugés. On différencie stéréotypes et préjugés, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est en fait qu'ils associent rapidement des mots. Et donc, ce n'est pas Paris Capitale, c'est Paris PSG. Donc, c'est des associations, d'accord ? Et c'est surtout pas des définitions. Donc, je ne vais pas vous faire coexiste tout de suite. On pourrait, ça serait rigolo, parce que je pense qu'on aurait à peu près tous les mêmes séries de mots que ceux que sortent les jeunes, parce que les archétypes culturels sont à peu près les mêmes. Cependant, selon le moment, et selon le moment historique, puisque on fait ça depuis 20 ans, il y a évidemment des moments où il y a des mots qui sortent qui ne sont pas des mots des archétypes. En gros, ce n'est pas juif riche, mais c'est juif génocide, d'accord ? C'est pas musulman, c'est pas arabe voleur, c'est arabe assassin, ou c'est arabe terroriste. Donc, comment on passe, et ça c'est très intéressant, dans la déconstruction, des mots qui sont des archétypes culturels permanents, avec effectivement des mots qui viennent dans le champ sociopolitique. Et je ne vais pas vous faire coexiste, donc, mais en rapide, je peux vous le dire que je l'ai fait il n'y a pas longtemps moi-même, dans un travail que je fais à Corbeil-Essonnes. Je vous le raconte très très vite, parce que j'ai que 20 minutes. Je suis avec des jeunes et on est très entourés dans ces moments-là, on est très écoutés. Et le jeune, il associe juif protégé. Bon, alors je le cherche là-dessus, protéger comment ? Ouais, protéger, de toute façon, ils sont protégés parce que c'est eux qui tiennent les intérêts, c'est eux qui tiennent tout. Et d'ailleurs, c'est Israël le plus riche du monde, donc c'est eux qui ont tout de toute façon. Bon, alors on remonte le fil de ça, et comment on remonte le fil ? Moi, protéger, honnêtement, je suis là, dans le moment, je sens que le rapport de force ne me permet pas d'y aller. Mais sur le système d'intérêt, que Israël, c'est le plus riche du monde, et que de tout, il domine tout, alors je les attrape par là. Et sur l'histoire. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi Israël ? C'est quoi cette histoire-là ? Où est-ce qu'est l'argent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Et ça dure, on va dire, quand on les tient bien 10 minutes sur un sujet comme ça, c'est déjà bien. Hein ? Et donc, ils écoutent. Et alors, ce que j'étais très contente quand même, c'est que quand on est Philippe Lastry qui est là, avec qui je fais un film à Corbeil-Essonnes sur les ateliers de la pensée critique, et dans le bilan, ce jeune, il dit « Ah, mais quand même, il y a aussi l'histoire. » Et je me dis « Ah, ben, on a passé un petit truc, quoi. On a passé un petit truc. » C'est-à-dire le moment où ils arrivent à remettre du temps, de l'histoire, et à remettre un petit peu en situation ce qu'ils ont appris à l'école. Parce que souvent, la plupart du temps, je ne sais pas s'il y a des enseignants ici, mais ils ne font pas de lien entre ce qu'ils apprennent et puis comment ils construisent leur pensée. Donc c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs des ateliers de pensée critique. C'est en créant en fait des surfaces projectives de travail. Alors par exemple, on travaille sur les rapports géopolitiques, et là on leur donne une planisphère, on leur dit c'est quoi les pays qui portent l'évolution du monde. Bah, évidemment, selon le moment, on n'a pas la même carte. Mais alors ça c'est très intéressant parce que du coup, quand ils posent des choses sur la carte, bah, on sort de « Ah ouais, il y a des gens, ils sont tombés des trains des avions. » Ah bon, ils sont tombés des trains des avions. Où ça ? Ça vient, Kaboul. On cherche un peu, là, les animateurs me disent tu nous aides, hein. C'est où ? L'Afghanistan. Et on finit sur la carte. Mais il n'y a rien d'évident. C'est-à-dire qu'en permanence, ils sont percutés par l'information et ça passe d'une information à l'autre et c'est une vraie aliénation. Donc il y a le complotisme, mais il y a aussi l'aliénation aujourd'hui du temps et bon. Donc quand on leur donne des outils pédagogiques comme ça redonne du temps au temps. Et en redonnant du temps au temps, en fait, on les ramène. Moi, mon travail avec les adolescents, et c'est vraiment... Je pense que j'aime beaucoup, beaucoup la psychanalyse de l'adolescence et j'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « Adolescence et idéal démocratique, accueillir les jeunes des quartiers populaires » avec Philippe Guton qui est un grand psychanalyste de l'adolescence, parce que l'enjeu que j'ai dans ces ateliers ou dans ces moments-là, c'est à la fois qu'ils pensent avec les autres et c'est qu'ils pensent avec eux-mêmes. Donc là, il n'y a pas longtemps, on faisait un atelier à Corbeil-Essonnes où le thème qu'ils avaient choisi pour une controverse, c'était « Tu vois des jeunes se faire humilier dans la rue, t'interviens ou t'interviens pas ?» Il y en a 6 pour, 6 contre. Et là, à un moment donné, alors il y en a un qui commence, non, attends, j'y vais pas, hein. Moi je vais me prendre un coup de couteau là. Et puis l'autre en face qui dit, attends, tu peux pas laisser faire quand même. Puis tout d'un coup, il y a un môme comme ça, il se retire, et c'est physique. Et il dit, mais quand même, peut-être qu'il a mérité de l'humiliation. Et là, je me dis, ah, il est en train de penser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va le dire.
Et donc, à partir de là, on l'entend, et plus tard, on peut en reparler ensemble. Mais s'ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils ont dans la tête, mais c'est terminé, qu'est-ce qu'on va faire en pédagogie? Quand effectivement je suis dans une école et que sur une carte de planisphère, en ce moment, Israël-Palestine n'apparaît pas, quand même, je leur dis, attendez, Israël-Palestine, là il y a un blanc, puis le CPE me dit, tu sais, ils ne vont plus parler, parce qu'ils ont écrit Free Palestine. Ils ont été mis dehors de l'école. Donc c'est terminé, on n'en parle plus. Et les animateurs, ils me disent, mais nous on est neutres, on ne va pas parler de ça. Alors là, on les perd. Là, on les perd. Donc la première question aujourd'hui, c'est de ne pas les perdre. Donc réellement, cette question de la neutralité sur laquelle on travaille beaucoup avec Daniel, sur la question de la laïcité. Et là, ça fait le lien avec ce qu'on fait avec Daniel sur la laïcité. C'est-à-dire, en fait, il faut beaucoup de culture pour aujourd'hui, et pour les animateurs et les éducateurs, dont je salue ceux de Garges-les-Gonesse qui lancent ça cet après-midi, c'est que réellement, y aller au quotidien avec ces jeunes pour pouvoir remettre en phase de la déconstruction, de la complexité, de ne pas laisser passer, c'est super difficile. Et c'est pour ça que je mets en place des ateliers de la pensée critique dans 14 villes de France actuellement. Et réellement, à la Ligue, on a vraiment les moyens de faire ce travail. Donc ça, c'est une première pédagogie. C'est la pédagogie que j'ai beaucoup appris. En fait, j'ai énormément appris avec l'UEJF et SOS Racisme à pouvoir tenir ces positions-là. Parce que justement, c'est difficile. Parce que ça n'est pas facile. Et effectivement, souvent, vous savez, c'est la première fois que les gars des SOS, là, les grands Africains, là, enfin, j'exagère, hein, d'Afrique noire, d'origine d'Afrique noire, c'est vrai quand même, hein, il y en a beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient des Juifs, en vrai. Et ils passent des nuits entières, parce qu'en fait, ils travaillent. Et c'est vrai que réellement, ils ne se sont jamais vus. Donc, rien que cette rencontre-là, rien que le fait que, de fait, ils vont passer une nuit à déconstruire ensemble des stéréotypes, ben, je peux vous dire que quand même, ça transforme des choses. Et que ça forme des militants. Parce que moi, ça m'intéresse de former des militants. Franchement, et il y a une dynamique intergénérationnelle qui fait que quand eux, ils interviennent dans les classes, c'est pas comme moi quand j'interviens. Ils ont 25 ans, ils ont 20-25 ans. Et bien, quand ils parlent à des gamins de 14-15 ans, ils vont chercher des trucs que moi, j'aurais jamais pensé. Et donc, moi, j'ai beaucoup de chance de travailler pour ce programme. Alors, je vais parler rapidement, parce que je vois que ça passe vite, d'un deuxième moment qui m'a été aussi très précieux dans mon travail. J'ai beaucoup travaillé avec Hélène Moucharzé. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent Hélène. Hélène Moucharzé, c'est la fille de Janzé. Et elle a créé le CERCIL, qui est un lieu que je vous invite à connaître, qui est un lieu de pédagogie et de mémoire des gens qui ont été, déportés, qui venaient de Drancy, et donc de Pithiviers, Bonne-la-Rolande. Et j'ai beaucoup travaillé avec Hélène. Et Hélène, voilà, c'était à Orléans, puis ils n'y arrivaient pas à faire venir les animateurs de quartier au CERCIL, parce qu'ils disaient, nous, la Shoah, on n'en a rien à foutre, quoi. Hein. Donc, elle me dit, toi, tu vas bien y arriver. Je dis, bon, bah écoute, je sais pas, on va essayer de faire quelque chose. Et du coup, ils ont convaincu les directions d'associations qui ont obligé leurs professionnels à venir faire une formation avec Mme Bordet, là, sur le fait d'un jour peut-être visiter le CERCIL, quoi. Bon, et j'étais avec Jeff Mignard, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc avec Jeff, on est quand même des formateurs, on a travaillé ensemble au CMA pendant longtemps. Et on a créé en fait un processus. Et le premier moment du processus, ça a été effectivement d'abord de les faire parler. Et puis il y en a une qui dit, ah non, on est là, mais attendez, ça suffit. Hein. Nous, on ne parle jamais de nous. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la Shoah? D'ailleurs, ça n'existe pas. Bon, ça commençait bien. Et d'autres, enfin, on voyait bien que ce n'était pas acquis, quoi. Et on a commencé par qui parle d'eux, c'est-à-dire des situations de souffrance qu'ils ont vécues. Pourquoi est-ce qu'ils ont l'impression qu'on ne parle jamais d'eux? Pourquoi leur histoire, elle n'est pas prise en compte? Ça, c'était la première journée. Deuxième journée, la laïcité avec Jeff Mignard. Pourquoi la laïcité accueille? Pourquoi l'intérêt de la laïcité en France? Qu'est-ce que ça permet d'accueillir? Troisième journée, on a fait Coexiste avec Dominique et avec Judith. Et quatrième journée, on a travaillé sur la mémoire. Et là, il y avait la mémoire de l'immigration et la mémoire de la Shoah. Bon, je vais vite. Hein. Et là, et franchement, il n'y en a pas un qui a lâché. Hein. Ils sont tous revenus. Hein. Il n'y en a pas un qui a lâché. Et là, on visite Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une très belle pédagogie, quoi. Vraiment, allez-y, quoi. C'est vraiment un lieu vraiment important. Et à ce moment-là, celle qui disait ça n'existait pas, je vous assure, elle s'écroule en pleurs. Elle dit, mais alors, c'était vrai. Donc, réellement, ce qui est intéressant, c'est le chemin, en fait. C'est pourquoi ce n'est pas possible tout de suite. Pourquoi, effectivement, s'il n'y a pas de chemin, on ne pourra jamais. Et ce n'est pas un problème de croyance idéologique. C'est vraiment un problème de chemin, parce que c'est toute leur histoire, c'est tout l'affectif, c'est toute la sensation, mais c'est aussi la connaissance. Mais pour pouvoir intégrer les connaissances, il faut que ça s'inscrive dans un chemin. Et donc, je pense que, alors malheureusement, il faut le dire, je
crois que c'est le mémorial de la Shoah qui l'a reprise, et ils nous ont virés là. Et c'est dommage parce que on avait vraiment, j'ai jamais pu refaire cette pédagogie. Et vraiment, parce qu'il n'y a pas des cercils partout, hein. Donc, et c'était vraiment très intéressant d'avoir ce travail à faire, que ces professionnels soient prêts à entendre ça. Et à pouvoir le mettre en perspective. Et on a travaillé effectivement une association qui s'appelle Mémoire Plurielle, qui elle-même travaillait sur les questions d'histoire de migration. Donc vous voyez, moi je crois beaucoup aux circulations et au passage. Je crois que c'est dans ces moments-là qu'il se transforme quelque chose. La troisième chose que je voudrais dire, et j'arrêterai, c'est que j'anime donc ce réseau international, et ça me passionne honnêtement. Et là, la nouvelle recherche, elle s'appelle « Comment accueillir les jeunes entre guerre et paix ». On ne peut pas faire autrement, hein. Et je travaille beaucoup en Russie, en Ukraine. J'ai travaillé 20 ans en Russie. Et quelle tristesse, quoi. Voilà, c'est triste tous les jours de ne plus pouvoir avoir de lien avec eux, de ne plus pouvoir entendre, de plus pouvoir... C'est terrible. Et j'étais en Ukraine au mois de septembre. Et quand j'entends la haine des Ukrainiens maintenant, alors qu'on était ensemble, je veux dire que qu'est-ce qu'on est en train de perdre? C'est immense. Et je ne vous parle pas d'Israël-Palestine, ce qui est pareil. Mais j'ai eu encore la chance, en 2018, de faire un séminaire avec 110 jeunes de tous ces pays. Et alors, juste pour raconter cette situation, parce que ça fait partie des situations qui marquent, on est autour de la table, comme ça. Alors là, il y a une jeune des Chirolles. Elle est d'origine de Mayotte, mais elle n'est jamais allée à Mayotte, d'accord? Mais en face d'elle, il y a des vrais Mahorais. Et au bout de la table, il y a des Israéliens. Mais alors, dans les Israéliens, il y a une jeune éthiopienne, il y en a un arabe israélien, et on va dire un séfarade. Donc déjà, ils se disent, mais c'est quoi cet Israël-là, quoi? Parce que jamais ils se sont représentés qu'Israël, ça pouvait être ça, quoi. De l'autre côté de la table, il y a les Mahorais. Et au bout de la table, il y a les Portugais avec une jeune fille de Sierra Leone, de Sierra Leone, qui est... Alors elle, c'est la star, parce qu'elle, c'est la migrante, etc. Bon. Et la question que je leur pose, qu'on leur pose, on travaille sur un axe qui s'appelle rapport à soi, rapport à l'autre, rapport au monde. Et alors là, la question que je leur pose, c'est très proche de ce qu'on fait avec Coexiste. Et je leur dis, mais alors, comment vous voyez les autres ? Et alors là, la jeune des Chirolles qui est très énervée, parce qu'elle est énervée, parce qu'elle a des vrais Mahorais, et qu'elle, en fait, elle n'est jamais allée à Mayotte. Et tout d'un coup, ce miroir-là, c'est quand même un peu étonnant. Et alors, elle s'adresse à Zahava, là, l'Éthiopienne, elle lui dit, de toute façon, dans la cour de récréation, on dit qu'Israël, vous êtes des peuples d'assassins. Hop, je dis à Zahava, doucement, on respire 5 minutes, ne réponds pas tout de suite. Bon, puis voilà, ça cause, bon. Puis Zahava prend la parole et dit, oh, c'est quand même triste d'être traité d'assassin. Hein. Eh bien, je peux vous dire qu'évidemment, c'était soi-disant confidentiel, ça n'a pas été resté confidentiel. Et c'était les Palestiniens, à l'époque, ça ne serait plus vrai maintenant, qui ont dit, ouais, bon, les Israéliens, franchement, sont durs, c'est pas sympa. Assassin tout le temps, c'est pas vrai. Et c'était drôle, parce que ça a circulé dans tout le séminaire, je vous assure que c'est pas resté dans l'atelier. Et après, on l'a repris ensemble. Et moi, j'ai retrouvé les Palestiniens, pour ceux qui connaissent à Jérusalem Hotel, qui est quand même un bel endroit. Et on a discuté politique. Et on a rediscuté après ce séminaire. Et ça, vraiment, c'est des moments. On ne peut pas les oublier. Moi, j'étais à Jérusalem-Est. J'étais avec un groupe de jeunes, avec les copains là, de Baïtram et tout ça. Là. Et puis, je faisais des enquêtes en France à l'époque. Et je demande à un jeune, aux jeunes, ça sera quoi votre vie dans 10 ans? Et il y en a un, il dit, on sera mort. Ah ben, dis donc, la ambiance, je ne vous dis pas. Alors là, il y a un éducateur que beaucoup d'ici connaissent, Edgar Laloum, on va quand même parler de lui de temps en temps, qui dit, on va faire de la musique, hein, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Et ben, je retourne un an après pour faire un séminaire avec l'autorité palestinienne, là, sur la jeunesse. Et le professeur c'est fini, ouais. Le professeur d'Al-Quds, il me dit, tu sais, les jeunes, ils viennent. Et là, le jeune, il vient, il me dit, tu sais, c'est moi qui accompagne la délégation en France. Et on a fêté ses 20 ans. Bon, il faut aussi de l'espoir, quoi, hein, parce que sinon, moi, je veux dire, hein, la force, je ne l'aurais pas. Hein. Donc, réellement, des situations comme ça, et se donner les moyens d'avoir des situations où on les voit beaux dans le miroir, quoi. Bah, on en a absolument besoin, parce que moi, je ne vais pas travailler que pour la martyrologie. Hein. Et je vous assure que ces mômes, ils ont des ressources, ils ont énormément de ressources. Mais il faut aller les chercher. Et voilà, moi, je vais arrêter là.